Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis vraiment ravi d'être là ce soir pour modérer la discussion autour de ce livre Hammam à Sanaa, une tradition bien vivante, donc, qui a été coordonné par Michel Tucherer et qui a été illustré par de nombreuses photos par Nabil Boutros. Alors, présenté pour ceux qui ne connaîtraient pas Michel Tucherer, donc, qui est historien, professeur émérite à Aix-Marseille Université, rattaché à l'IREMAM à Aix-en-Provence, ancien directeur donc du centre d'études françaises sur l'Arabie à Sanaa, donc le CEFAS à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le CEFREPA et qui est installé au Koweït. Donc il est spécialiste de l'histoire politique, économique et sociale de l'Égypte et des pays riverains de la mer Rouge sur la période 16e, 18e siècle, donc coordinateur de cet ouvrage qui est paru chez Guttner en novembre 2021. Et puis on entendra, après l'exposé de Michel Tucherer, on entendra Nabil Boutros, qui est actuellement au Caire, donc qui se connectera le plus rapidement possible, qui est artiste visuel, dont le travail est centré sur l'Égypte, le Moyen-Orient. Il a longuement documenté différents thèmes en Égypte, dans le quotidien des Coptes, mais aussi les Bédouins en Jordanie, les hammams à Sanaa et les rituels religieux à l'île de la Réunion. Donc, il a une palette d'interventions extrêmement large. Aujourd'hui, il partage son temps entre photographie, scénographie et installation. Ses travaux ont été présentés dans de nombreuses institutions culturelles internationales. Alors, je disais au début de présentation que c'est vraiment un plaisir de parler aujourd'hui de ce livre considérable, Hammam à Sanaa, qui est véritablement une somme que je vous invite à lire, paru donc chez Guttner en 2021, une somme dans le sens où il y a une masse d'informations, mais surtout une écriture extrêmement claire et accessible, en dépit du fait qu'il y a aussi une ambition d'analyse des pratiques du hammam, des pratiques sociales du hammam qui est extrêmement vivante, une tradition qui est encore très très vivante à Sanaa. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de Sanaa et du Yémen, évidemment, on se réfère toujours à la guerre. Et donc cet ouvrage est un des rares travaux en anthropologie, en histoire et aussi en études architecturales qui permet d'aborder la société yéménite autrement, j'allais presque dire aussi à travers ses constantes, mais aussi à travers une tradition renouvelée, parce qu'on voit que finalement ces pratiques du hammam, du bain, sont extrêmement présentes à Sanaa et aussi se sont renouvelées avec l'installation de nouvelles populations dans cette capitale qui compte aujourd'hui 2 millions d'habitants à peu près. Donc, je passe de suite donc, la parole à Michel Tucherer qui va nous présenter cet ouvrage. Alors, ce travail, c'est le fruit d'un travail collectif, des enquêtes menées sur le terrain à Sanaa même entre 2007 et 2010. D'abord dans le cadre d'une ANR qui s'appelait Balnéorient. Et nous avons publié d'ailleurs 2-3 articles dans l'ouvrage final paru à l'issue des travaux de Balnéorient. Mais comme nous avions accumulé un nombre considérable de données et surtout, et également énormément de photos, nous avions pensé qu'il serait dommage de laisser tomber tout cela. Donc, nous avons poursuivi notre travail et nous en avons fait un ouvrage qui est paru à la fin de l'année dernière. Alors, avant de commencer, juste quelques mots sur les participants à ce travail que je vous ai listé sur la première diapositive. Fatima El-Baïdani, qui est une chercheuse associée à l'IREMAM, actuellement à Marseille, et qui a contribué à l'ouvrage pour tout ce qui concerne évidemment les femmes. La plupart des
des personnes qui ont participé étant des hommes, cela posait évidemment des problèmes concernant la partie réservée aux femmes. Et grâce à Fatima, nous avons pu avoir aussi des informations extrêmement précises sur les pratiques féminines. Mohamed Barouch, professeur à l'Université de Marseille, y a contribué à travers sa lecture qu'il a faite d'un ouvrage d'un yéménite, un certain Mohamed El-Kaoukabani, qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a produit à ce moment-là un ouvrage consacré au hammam. Nabil Boutros, on vous en a parlé déjà tout à l'heure, et Christian Darle, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, était architecte à l'École nationale supérieure de Toulouse, et c'est lui qui a fait avec son équipe tous les relevés des hammams à Sanaa. Nous avons eu aussi le plaisir d'avoir comme collaboratrice Claire Davrinville, qui est une fasciothérapeute et à laquelle nous avons montré toutes les photos que nous avions sur les massages et que nous étions évidemment incapables d'interpréter. Et elle a pu établir le protocole très rigoureux suivi par les masseurs à Sanaa. Et je voudrais encore signaler la collaboration de Yahya El-Ubali, maître de conférence à l'université de Hadja au Yémen, qui a été véritablement une cheville ouvrière essentielle dans ce projet, dans la mesure où c'est lui qui a mené l'essentiel des interviews sur place lors de nos enquêtes sur le terrain. Alors, les pratiques balnéaires sont encore extrêmement vivantes à Sanaa. Et comme vous le voyez sur cette diapo, vous avez à gauche un hammam ancien situé dans la vieille ville qui est un vendredi matin. Il y a évidemment beaucoup de monde, mais vous avez à droite une autre photo d'un hammam nouveau, lui aussi extrêmement, avec une très forte influence le vendredi matin. Donc, non seulement tous les hammams anciens continuent à être exploités avec une clientèle extrêmement nombreuse, mais depuis 1980-1981, d'autres hammams sont venus et des hammams nouveaux ont été construits dans la ville. Alors, à gauche, vous avez une photo aérienne de l'ancienne ville de Sanaa. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu Sanaa, ici, vous avez ce qu'on appelle le Sahila, qui est l'oued qui traverse la ville. Et tout en bas, ici, à droite, un petit bâtiment minuscule qui est un des hammams anciens. Et vous avez ici ce même hammam donc, que nous distinguons à peine au milieu des maisons tours de Sanaa, ici ce hammam. Et dans la vieille ville de Sanaa, dont vous avez ici le plan, il y a encore aujourd'hui 16 hammams anciens, tous encore en activité. Mais la ville, depuis 1970, s'est considérablement développée. Après la révolution au Yémen qui avait eu lieu en 1962, la ville de Sanaa ne comptait qu'à peu près 70 à 80 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une ville considérable qui fait 2 millions et demi d'habitants, ce qui veut dire qu'en 60 ans, la ville a connu une véritable explosion démographique. Et ce qui est tout à fait remarquable à Sanaa, pour en revenir au hammam, c'est que
Dans les extensions modernes de la ville, de nouveaux hammams ont été construits à partir de 1980-1981 et on compte actuellement, à côté des 16 anciens hammams dans la vieille ville, une vingtaine de nouveaux hammams dans les extensions. Et vous avez là à droite un hammam, en haut, la photo d'un hammam en construction, et c'est le même hammam que vous avez en bas 2 ou 3 années plus tard. Alors, pour commencer, je vais vous présenter très rapidement les différentes étapes du parcours balnéaire. On accède au hammam par un escalier descendant parce que à peu près tous les bâtiments sont enterrés à mi-hauteur dans le sol. Donc, par un escalier descendant, on accède dans le vestiaire et la première des choses consiste évidemment à enlever les chaussures avant de pénétrer véritablement dans le vestiaire. Alors, je vous ai mis ici un plan. Donc, voilà l'entrée, le couloir d'accès. Et cette partie-là, c'est la première partie, ce sont les 2 ou 3 pièces qui constituent le vestiaire. Alors, dans le vestiaire, évidemment, c'est là qu'on va se déshabiller. Vous avez ici la salle et on se déshabille dans cette pièce commune pour revêtir le pagne. Et la difficulté, c'est évidemment d'enfiler ce pagne au regard de tout le monde, tout en cachant évidemment ces parties intimes qui, tout le monde qui en islam vont du nombril jusqu'à la hauteur du genou. Et moi-même, je me suis rendu souvent dans le hammam et j'ai donc aussi, je me suis également déshabillé. C'est extrêmement, cela demande une certaine dextérité. Donc, une fois revêtu du pagne, on se rend directement dans la partie la plus chaude du hammam. Donc, du vestiaire, on va au fond du hammam, dans la pièce la plus chaude, et c'est là qu'on procède à l'échauffement du corps. Alors, on s'allonge sur le sol qui est chauffé par en dessous, un peu à la manière dont fonctionnaient les hammams romains, des hypocaustes sous le sol et à travers lesquels on fait parvenir la chaleur qui ensuite se diffuse à partir du sol. Donc, le baigneur s'allonge à même le sol, sur le dos, puis il se retourne sur le ventre, ceci pendant à peu près un quart d'heure, afin d'échauffer le corps. Mais il y a une autre façon aussi de procéder, et c'est de faire quelques pas de danse et dans cette partie chaude, une ronde avec des pas qui ressemblent des pas de danse. L'étape suivante se passe dans la partie tiède centrale et là, c'est la toilette qui commence, généralement avec l'aide d'un garçon de bain. Et ici, on se fait frictionner la peau sur l'ensemble du corps avec un gant aux mailles serrées, installé sur une banquette à côté d'une vasque remplie d'eau. Alors,
comme je disais à l'instant, généralement, on recourt au service d'un garçon de bain, mais certains baigneurs s'en passent comme celui-là. Alors, au cours de cette opération consiste à nettoyer la peau, c'est-à-dire enlever toutes les parties sèches de la peau, toutes les parties desquamées qui vont ensuite apparaître sous forme de petits rouleaux qu'on va éliminer en faisant couler de l'eau. Alors, cette opération se passe dans la partie tiède, dans une des salles de ce qu'on appelle au Yémen le Awsat, c'est-à-dire la partie médiane du hammam. Alors, la toilette, ça ne consiste pas seulement à se frictionner pour enlever la peau desquamée. On va également se faire savonner abondamment et de même shampouiner également de manière extrêmement abondante, et les différentes opérations sont entrecoupées de puissants rinçages. Et une fois ces deux opérations terminées, la première que j'avais évoquée en premier, à savoir l'échauffement du corps, puis ensuite qui se pratique dans la partie la plus chaude, puis la toilette proprement dite dans la partie tiède. Le parcours est à peu près terminé et à présent, le baigneur va revenir vers le vestiaire, mais par étapes. Et le corps qui au départ a été échauffé dans la partie chaude, qui est resté chaud donc dans la partie tiède, va être rafraîchi progressivement, et le premier moment de rafraîchissement, c'est par une douche d'eau froide, cette fois-ci, en revenant de la partie tiède vers le vestiaire à côté d'un bassin circulaire. La douche, la douche se situe ici, donc au passage, lorsqu'on revient de la partie tiède et qu'on retourne vers le vestiaire. Et au vestiaire, le baigneur va d'abord se sécher, puis se reposer, éventuellement se faire masser, et une fois les différentes opérations terminées, une fois le baigneur à nouveau rhabillé, il s'agit de payer les services. Donc, le droit d'entrée au hammam va être réglé au maître de bain que nous avons ici, et les différents services dont le baigneur a bénéficié au cours de son parcours balnéaire, effectués par un garçon de bain, vont être payés séparément, et vous avez ici le garçon de bain qui reçoit également son dû. Une fois le baigneur rhabillé, il va donc revenir vers l'extérieur, mais là encore, prudemment, parce que le corps qui avait été porté élevé dans la partie chaude rafraîchit progressivement, mais aux yeux des San'ani, pas encore prêt à affronter les frimas de l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que Sanaa, même si nous ne sommes pas loin, si nous sommes au-delà des tropiques, ça va être 600 mètres, et il y a souvent des vents très frais qui soufflent dans les rues de Sanaa. Donc, il faut remonter vers la rue par étapes, éventuellement se reposer sur des banquettes qui se trouvent dans le couloir avant d'affronter la rue. Mais là, dernière précaution, il faut s'emmitoufler la tête pour éviter de prendre froid. Voici donc
les différentes étapes décrites, différentes étapes du parcours balnéaire décrites. Nous l'avons vu côté homme, évidemment, moi je n'ai jamais pu aller dans un hammam le jour où il recevait, où il accueillait les femmes. Et à Sanaa, dans la vieille ville, les jours réservés aux femmes et ceux réservés aux hommes sont affichés à l'entrée de chacun des hammams. Et ici, je vous ai marqué, donc, je vous ai traduit ce qu'il y avait d'indiqué à l'entrée de ce hammam. C'est le hammam El Sultan qui souhaite la bienvenue à ses visiteurs. Les jours des femmes, c'est le dimanche, le mardi et le jeudi. Et le jour d'accès pour les hommes, c'est le vendredi, le samedi, le lundi et le mercredi. Et à noter à côté une remarque, il est interdit d'entrer dans le hammam avec, en portant des armes, notamment des djambias, et il faut également éviter de rentrer avec des objets de valeur tels que des montres ou autres. Alors, on peut être surpris de cette remarque marquée à l'entrée même du hammam, mais il faut savoir qu'au Yémen, tous les hommes portent des armes et notamment là, une djambia ou poignard qu'on porte au niveau du ventre. Alors, le parcours balnéaire que j'ai décrit tout à l'heure côté homme, côté femme n'est guère différent, si ce n'est que les femmes se rendent généralement en groupe au hammam, donc elles préparent cela longuement à l'avance, la veille ou l'avant-veille déjà, et elles, chez elles, elles préparent les différents objets, dont besoin la fouta, les serviettes, les gants, un bol pour puiser l'eau dans les vasques, des vêtements de rechange, et le tout est, pour se rendre au hammam, est placé dans un seau avec des sandales pour éviter de marcher pieds nus dans le hammam. Et si les femmes suivent à peu près les mêmes étapes que les hommes, c'est-à-dire elles vont d'abord échauffer leur corps dans la partie chaude, ensuite elles reviennent pour faire leur toilette dans la partie tiède. Les toilettes chez les femmes durent beaucoup plus longtemps parce qu'elles prennent le temps pour teindre les cheveux au henné ou bien mettre des masques d'argile sur la peau, ce qui prend évidemment des heures, et les femmes généralement passent une bonne demi-journée au hammam, alors que pour les hommes, le parcours est beaucoup plus rapide, 3/4 d'heure, 1 heure maximum. Alors, les hammams nouveaux, construits à partir de 1980-1981, sont pour certains accessibles tous les jours aux femmes, tout simplement parce qu'on les a dédoublés. Et vous avez ici un relevé d'un de ces hammams doubles avec l'entrée pour les hommes ici, qui mène donc au vestiaire, puis de là aux parties tièdes, ici, la partie chaude, et ça, ce sont évidemment, ça c'est la chaufferie du hammam qui est commune aux 2 parties. Côté femme, voilà l'entrée, le vestiaire, ça c'est la partie chaude, et là nous avons plusieurs salles pour la partie tiède. Alors
c'est simplement une adaptation des nouveaux hammams au parcours des femmes qui est beaucoup plus long au niveau lors du passage dans la partie tiède pour les toilettes. Donc, dans ces hammams doubles qu'on a construits récemment, on a augmenté les parties tièdes pour l'adapter aux besoins des femmes. Alors, voyons maintenant posons-nous pourquoi va-t-on au hammam à Sanaa? On n'y va pas pour se laver, on y va pour d'autres raisons. La première, autrefois, c'était pour procéder au bain rituel, pour retrouver l'état de pureté rituelle. Et ceci se faisait dans une pièce. Alors, pour le bain rituel, il faut évidemment passer le corps entièrement sous l'eau, donc se déshabiller entièrement. Et pour cela, il fallait évidemment une pièce. Et il fallait que ce bain rituel se fasse à l'abri des regards. Et ceci se passait dans une des pièces latérales, dans la partie chaude, qu'on appelle la pièce sombre. Alors, on ne va plus du tout aujourd'hui au hammam pour ces raisons-là. On ne va plus pour cette purification de l'ensemble du corps qui devait notamment se pratiquer après avoir eu des relations sexuelles, ce qui voulait dire que pendant longtemps, les gens savaient ce qui se passait dans l'intimité. Se pratique à domicile et là, on ne va plus du tout afficher au regard de tout le monde sa vie intime. Alors, on va au hammam principalement pour soigner l'esthétique du corps. Nous avons vu les hommes, chez les hommes, avec le gant, on enlève les peaux desquamées et les femmes pratiquent aussi beaucoup soignent leur peau avec des masques d'argile, mais également des préparations particulières. Ici, une préparation au curcuma. Alors, cette photo représente une femme, non pas au hammam, mais quelque part dans un village. Elle porte le même masque qu'on utilise dans le hammam pour traiter la peau. Ici, dans le village, les femmes s'ennuisent le visage pour se protéger contre les rigueurs du soleil. Donc, première raison pour aller au hammam, c'est pour soigner l'esthétique du corps, pour adoucir, blanchir la peau, que ce soit chez les côté femmes ou côté hommes. On va aussi au hammam simplement par plaisir. Vous voyez, là à gauche, un jour d'affluence, les gens qui sont au hammam, ils manifestent
leur joie, leur plaisir de se retrouver ensemble. Le hammam est d'autant plus apprécié que c'est là qu'on trouve de l'eau en abondance. Il faut savoir que le Yémen, c'est un climat aride, donc on apprécie beaucoup, notamment lors des différents rinçages, cette eau qui ruisselle abondamment sur le corps. On y va aussi entre amis et fréquemment les Sana'ani, lorsqu'ils reçoivent les Sana'ani, dont bon nombre d'entre eux ont immigré récemment dans la ville, lorsqu'ils reçoivent des parents qui viennent de la campagne, l'une des visites absolument nécessaires, c'est d'aller ensemble au hammam. Si on va au hammam au Yémen, c'est aussi pour accompagner les différentes étapes de la vie. Comme ailleurs dans les pays du Moyen-Orient, on y va pour préparer le corps avant le mariage. Et la visite au hammam est un des rites sociaux absolument indispensables. On ne pourrait pas concevoir au Yémen un mariage sans la visite préalable du marié ou de la mariée au hammam. Je n'ai malheureusement pas de photos de mariés en train de, lors de sa visite au hammam. Donc, là, vous avez le marié avec, dans ses plus beaux habits. Pardon. On va aussi au hammam. Alors, autre étape de la vie, c'est le passage entre la tendre enfance et la petite adolescence. Vous avez ici un père de famille qui est accompagné par deux de ses enfants. Ce sont des filles. Et il n'est pas rare de rencontrer au hammam, le jour réservé aux hommes, des filles qui, jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans, accompagnent leur papa. Et de même, côté des femmes, les garçons jusqu'au même âge, 6, 7 ans, peuvent accompagner leur maman. Et là, c'est évidemment une autre étape très importante dans la vie, c'est lorsque, au hammam, les garçons sont obligés dorénavant de se rendre au hammam uniquement avec le papa et les petites filles avec leur maman. Autre étape dans la vie qui nécessite un passage au hammam, c'est après, c'est chez les femmes, après l'accouchement, pendant 40 jours, la femme qui vient d'accoucher vit excusez-moi. Donc, pendant les 40 premiers jours suivant l'accouchement, la femme qui a donné naissance à un nouveau-né vit recluse dans une chambre donc loin de son mari, loin et au bout du 40e jour, elle revient, elle va retrouver une vie normale, mais au préalable, elle sera revenue au hammam. On va également au hammam pour soigner son corps. Et un proverbe bien connu au Yémen
dit que le hammam, c'est le médecin muet. El-hammam huwa tabib as-samit, as-sakit. Et lorsqu'on attrape un rhume, un refroidissement ou n'importe quelle autre affection, les San'ani, très souvent, vont d'abord au hammam pour un premier soulagement et ensuite, éventuellement, la thérapie pourra être complétée par d'autres médecines. Alors, on va au hammam pour se soulager dans le cas de refroidissement, de migraine, de douleurs musculaires, articulaires ou rhumatismales, ou aussi pour traiter des affections respiratoires ou circulatoires. Et les femmes y vont également dans le cas de retard dans les règles. Et lors de ces visites à but thérapeutique, les soins prodigués par les personnels de bain en général se limitent à peu de choses. Quelques massages avec de l'huile de sésame ou de l'huile de graines de moutarde, ou encore quelques manipulations en cas d'entorse, de luxation, de douleurs vertébrales et de sciatique. Ensuite, le traitement est poursuivi sous d'autres formes selon des thérapies traditionnelles ou modernes. Mais le hammam reste très souvent la première étape dans les thérapies. Alors, les pratiques balnéaires au Yémen sont encore fortement influencées par les théories humorales héritées de la médecine grecque et qui a été reprise par les savants du monde arabo-musulman et par les médecins au 8e, 9e, 10e siècle, par Razi ibn Sina et d'autres, par des médecins yéménites aussi. Je citerai simplement deux d'entre eux. El-Mahdi al-Sanbari, qui a vécu au 15e siècle, ou un autre, Ahmed el-Harithi el-Waqidi, qui a vécu au XVIIe siècle. Alors, ces savants, ces médecins du monde arabo-musulman ont repris les théories humorales des Grecs, à savoir que le corps est constitué de 4 humeurs, le sang, la bile jaune ou la trabile, la bile noire, et le flegme. Et à chacune de ces humeurs sont associées deux qualités primaires. Au flegme, par exemple, le froid et l'humidité. Au sang, la chaleur et à la bile, la chaleur et la sécheresse, etc. Et de même, ces qualités, on les retrouve, d'après ces théories humorales, on les retrouve également dans les substances végétales, animales et minérales. Et à chaque individu correspond une humeur dominante associée avec ces différentes qualités associées et selon un équilibre qui est en permanence instable. Et une maladie, cela correspond tout simplement à un déséquilibre qu'il faut ensuite redresser, contrebalancer. Et on peut donc, un individu peut jouer sur cet équilibre également à travers les nourritures, les boissons et l'environnement dans lequel il se trouve.
Et je donnerai juste un petit exemple, c'est celui du Khat au Yémen. C'est un rituel social extrêmement répandu. On se retrouve l'après-midi chez un ami, chez un parent, et ensemble, ils vont mâcher les feuilles tendres de cet arbrisseau, le khat, et ce khat provoque une sensation légèrement euphorisante et un sentiment de bien-être au cours de ces séances. Mais le khat est une substance réputée humide et froide, donc mâcher le khat va avoir des répercussions et provoquer un déséquilibre au niveau de l'humeur dominante chez les individus. Il faut donc contrebalancer cela et, si possible, au préalable, donc avant les séances de khat l'après-midi, les gens se rendent le matin même au hammam pour une sudation dans la partie chaude, le khat étant froid. Il faut évidemment contrebalancer la fraîcheur du khat par la chaleur du hammam. Le khat étant une matière humide, il faut aussi contrebalancer par la sécheresse relative du hammam. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans la partie chaude, le corps était échauffé non pas par la vapeur, mais par la chaleur sèche qui provient du sol. Et avant la séance du khat, on va aussi intervenir sur l'équilibre humoral en mangeant certains aliments qui auront les effets contraires par rapport au khat. Donc, ces pratiques nécessitent un passage au bain et c'est l'une des raisons pour lesquelles la tradition du hammam est encore aussi vivante au Yémen. Si on va au hammam, c'est également pour purifier le corps, non seulement pour nettoyer l'extérieur, mais également pour purifier l'intérieur du corps. Lors de la sudation dans la partie chaude, l'échauffement du corps, la chaleur provoque l'ouverture des pores de la peau et qui est la stimulation des glandes sudoripores, donc une sudation importante, d'autant plus forte que la chaleur, comme dans le hammam, est une chaleur sèche. Il n'y a pas d'apport de vapeur, si ce n'est celle provoquée par l'évaporation d'un peu d'eau qu'on aura répandue au sol avant de s'allonger sur les dalles surchauffées. Alors, cette sudation est censée provoquer l'élimination par la sueur des toxines et des saletés accumulées à l'intérieur du corps. Et si on va au hammam, c'est aussi pour purifier l'intérieur du corps. Et les baigneurs san'ani, lorsqu'ils reviennent du hammam, ils se sentent légers parce que leur sang a été purifié et leur corps allégé de toutes ces substances toxiques qui s'étaient accumulées à l'intérieur du corps. Si on va au hammam, c'est encore pour rechercher la détente et le bien-être. Et
notamment lors du repos, à l'issue du parcours dans le vestiaire, avant de se rhabiller et la visite au hammam provoque la détente du corps et le bien-être et permet d'atteindre la quiétude et le bien-être. Et c'est aussi perçu comme une purification de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, au Yémen, à l'issue du parcours balnéaire, très souvent, les visiteurs pratiquent une prière surérogatoire à l'intérieur même du hammam, où une petite niche, souvent, indique la direction de la Kaaba. Voilà quelqu'un en train de prier dans un hammam ancien, quelqu'un d'autre dans un hammam nouveau, et ce baigneur est en train de prier alors qu'à côté de lui, un garçon de bain est en train de masser un autre baigneur. Le hammam, s'il permet de purifier le corps, de nettoyer la peau, de parvenir à un bien-être et à la quiétude, le hammam est aussi un endroit ambigu, dangereux, hanté par les djinns. Et si le hammam est un paradis de félicité, d'après ce qu'on dit, ce qu'on a écrit le polygraphe El-Kaoukabani, auquel je faisais allusion tout à l'heure, au XVIIIe siècle, c'est aussi un lieu qui rapproche le baigneur de l'enfer. Il voulait dire, évidemment, par là, d'abord, il faisait allusion au feu sous le hammam qui chauffe le sol par en dessous. Mais il fait certainement allusion aussi à ces êtres maléfiques qui hantent les lieux, les djinns, et qui menacent de leurs maléfices les baigneurs imprudents et vulnérables. Et comme vous le savez sans doute, selon la conception musulmane de la création, Dieu façonna l'homme à partir de l'argile, les anges à partir de la lumière et les djinns à partir du feu. Et les djinns, s'il faut s'en méfier particulièrement au hammam, c'est parce que c'est un de leurs lieux de prédilection. C'est un lieu humide, sombre, et les djinns adorent ce genre de lieu. Ils l'adorent à cause de l'humidité, mais aussi parce que c'est un lieu souillé. Alors, on va au hammam, et le hammam est aussi exposé aux souillures, toutes celles qui proviennent, qui sont sécrétées par les excrétions corporelles, telles que le pus, le vomi, le sang, l'urine, l'excrément, le sperme, mais à l'intérieur du hammam aussi par ce qui est par la peau, les peaux desquamées, les poils, les cheveux, les ongles. Donc, à l'intérieur même du hammam, le visiteur risque à tout moment d'être souillé
par ces matières-là. Et il faut donc prendre également des précautions contre les souillures, donc se rincer soi-même, rincer les endroits où on s'installe, là où on s'allonge dans la partie chaude, lorsqu'on s'installe sur un banc dans la partie tiède, et les femmes sont particulièrement précautionneuses, elles ne se promènent jamais pieds nus dans un hammam. Et lorsqu'on, à l'issue du bain, à l'issue du parcours balnéaire, la dernière étape, c'est de se passer sous la douche. Ce passage, c'est d'abord pour rafraîchir le corps, mais c'est également une façon d'éliminer toutes ces sécrétions qui pourraient entraîner la souillure du corps. Et dernière précaution, au retour du parcours balnéaire, avant de revenir dans le vestiaire, c'est de faire une ablution des pieds avant de passer dans le vestiaire. Donc, le hammam, si on va au hammam pour se laver, pour se purifier, il faut être vigilant contre le djinn, dont on peut se protéger par certaines formules en invoquant le nom de Dieu ou en pratiquant des fumigations. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres de bain régulièrement font brûler de l'encens ou de benjoin à l'intérieur du hammam. C'est une odeur qui déplaît aux djinns et qui les tient à l'écart. Je voudrais dire quelques mots maintenant sur les particularités du hammam yéménite. D'un point de vue typologique, il est constitué outre l'entrée, de 3 parties. La partie fraîche, donc consacrée au vestiaire, une partie tiède et une partie chaude. Et ces 3 parties se succèdent toujours selon un plan linéaire. Et chacune de ces 3 parties est elle-même divisée en 3 pièces. 3 pièces chaudes, 3 pièces tièdes et 2 ou 3 pièces pour la partie fraîche. Là, vous avez un schéma qui représente le fonctionnement du hammam. Ici, nous avons le foyer. Ici, le réservoir d'eau, donc de l'eau chaude, et le foyer par des conduites amène la chaleur jusque sous la pièce la plus chaude du hammam. Et voilà un schéma du hammam. Voilà l'entrée, la partie fraîche, la partie tiède, la partie chaude, et ici, le foyer et le réservoir pour l'eau chaude. Alors, le hammam yéménite se distingue très nettement
des hammams d'un point de vue fonctionnel, des hammams en Égypte ou en Syrie, en Turquie. Vous avez ici un schéma représentant les hammams, un hammam en Syrie. Vous avez la pièce chaude, mais celle-ci est chauffée d'une part par une circulation d'air chaud au sol, mais également par de la vapeur d'eau qui est envoyée dans la pièce la plus chaude. Donc, dans les hammams syriens ou turcs, la chaleur est humide et c'est l'humidité qui provoque la transpiration, alors qu'au Yémen, la chaleur est sèche. En Égypte, c'est également un bain de vapeur, mais là, c'est l'eau chaude qu'on fait couler par le haut dans une baignoire dans laquelle va se plonger le baigneur. Donc, la grande différence au Yémen, c'est cette chaleur sèche qui règne dans la partie chaude. Et voici donc le toit d'un hammam. La partie est sous la grande coupole, c'est le vestiaire. Là, la partie tiède. Ici, la partie chaude. Et là, nous sommes au-dessus du foyer, donc nous sommes à cet endroit-là. Et à l'arrière se trouve le foyer et dans lequel on utilise du gazole, ou alors on brûle aussi des vieux papiers, des détritus. Et voilà les galeries de chauffe qui courent qui amènent donc la chaleur sous les parties chaudes. En conclusion, la tradition les traditions balnéaires sont encore très vivantes au Yémen, comme le montrent les constructions de hammams nouveaux dans les extensions modernes de la ville. Le hammam, ce n'est pas seulement un bain, ce sont des pratiques qui sont liées à la représentation du corps, à la conception humorale du fonctionnement du corps. Et le baigneur se rend au hammam pour vivifier le corps, pour éliminer les toxines accumulées à l'intérieur, mais également pour renouveler l'enveloppe extérieure de sa peau. Et il procède donc à une revivification complète de son corps et de son esprit. Et le hammam sert non seulement à soigner le corps, mais également à soigner l'âme. Et c'est certainement pour ces raisons-là que les pratiques sont restées tellement vivantes aujourd'hui. En outre, le hammam joue un rôle essentiel dans la sociabilité. C'est un marqueur important dans l'identité citadine. Ce sont des pratiques liées à la ville et qui ont contribué à l'intégration de tous ces néo-citadins qui sont venus se rajouter aux populations de Sanaa au cours des 20-30 dernières années. Donc, le hammam a aussi une fonction d'intégration
des populations anciennement, précédemment rurales dans la vie citadine. Et le hammam, aujourd'hui, est devenu aussi une tradition nationale et considéré comme faisant partie du patrimoine national yéménite et les ruraux qui se rendent à Sanaa auront comme souci d'aller également rendre une visite au hammam. Et nous avons terminé ici notre visite au hammam. Et comme on dit au Yémen, pour quelqu'un qui vient de sortir du bain, na'iman, c'est-à-dire que cela soit un bienfait pour toi, à quoi répond le baigneur, An'am Allah alayk, que Dieu te comble de ses bienfaits. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé passionnant donc, sur les hammams de Sanaa, qui susciteront certainement quelques questions. Donc, j'en ai d'ailleurs, j'ai relevé celles qui étaient dans le QNR. Et je voudrais maintenant passer donc, la parole à Nabil Boutros, qui nous a rejoint et qui parle depuis l'Égypte. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour lui dire donc, que nous avons beaucoup apprécié ces photos, ces très belles photos qui ont été présentées aujourd'hui. Et peut-être aussi glisser dans ma présentation aussi une question qui est posée par rapport aux photographies, qui vient de Madame Claire Lévy-Vroeland, à savoir, avez-vous dû négocier pour prendre les photos dans cet espace intime? Donc à vous la parole, Nabil. Bonsoir tout le monde. Désolé d'être un peu plus tardif parce que les embouteillages étaient quand même assez monstrueux à cause du match Égypte-Sénégal. Bref, oui, les photos, il y a quelque chose de très, toujours pas ambigu, mais toujours ambivalent dans la photographie parce que on ne sait pas qui prend quoi quand on fait une photographie. Et du coup, là, en l'occurrence, c'était moi, je croyais être là. Bon, j'étais introduit par Michel auprès des hammamis, les chefs, enfin, le chef du bain, mais en même temps, il y a une sorte de joyeuseté, de se montrer en photo, de se faire photographier, parce que personne, autant on en a des téléphones partout, mais là, dans le bain, mais ils laissent toutes leurs affaires, leurs pistolets, leur argent, leur téléphone, dans la caisse à côté du hammami. Et bon, après, ils sont à poil, quoi, quasiment. Et là, que quelqu'un leur prenne une photo dans le hammam, je ne savais pas à quel point ça pouvait être excitant, mais apparemment, c'était quelque chose de très gai et de très festif que je me permette de faire des photos. Du coup, ils étaient, même s'ils ne savaient pas si j'allais les rapporter, leur donner, que sais-je, ils étaient contents simplement d'être photographiés comme des enfants. Donc là, ce n'était pas une difficulté. Par contre, évidemment, si vous avez vu les affiches dans l'entrée des hammams, peut-être il y en a une particulièrement où c'est écrit « Interdit aux femmes de venir avec leur téléphone portable ». Alors, vous imaginez qu'aucune femme ne photographie une autre dans le hammam. Et alors, moi, les jours de hammam pour les femmes, je ne peux même pas approcher le hammam, quoi. C'était la difficulté majeure de ce projet, puisque les seules traces qu'on avait, c'était des restes, des photos dans ce livre qui étaient autour de qu'est-ce qui est préparé. Bon, on n'a absolument pas pu faire une seule photo. On n'a même pas imaginé qu'on pouvait faire une photo. Donc, pour les hammams des hommes, c'était plutôt, même parfois, il fallait que je gère les demandes de se faire photographier les uns que les autres. Voilà. Et moi, j'étais habillé comme eux, donc moi, j'avais juste une fouta, comme tout le monde, et l'appareil photo. Il fallait essuyer toutes les 20 secondes parce que la buée se formait sur l'objectif. D'ailleurs, certaines photos sont assez romantiquement floues avec la buée.
Voilà. Il n'y a plus de micro, Franck. Bien, merci beaucoup. Donc, j'ai quelques questions concernant l'exposé aussi en général, hein. Oui. Donc, ils sont adressés. Est-ce que, Nabil, est-ce que vous voulez dire autre chose par rapport à votre À la travail de photographie? photographie? Oui. Eh ben, écoutez, moi, j'étais. Bon, d'abord, moi, je fais des photos documentaires uniquement lorsque il y a quelqu'un en face qui puisse me permettre d'avoir un autre regard. Et j'aime aussi mon regard curieux de photographe apporter quelque chose aux gens qui écrivent, aux gens qui ont la structure du savoir anthropologique ou sociologique. Et moi, j'aime énormément cet aller-retour. Je me demande qu'à en faire, même si aujourd'hui, enfin bref. Donc ça, c'était une opportunité que m'a offerte Michel et on est ravis tous les deux de l'avoir fait, même il y a 10 ans, et que je suis toujours partant pour faire ça. Donc je remercie Michel aussi de m'avoir confié ça. Et par ailleurs, je tenais à ce que le livre soit un discours pas seulement écrit, qui est fort limpide comme Michel l'a traité, et l'agencement des différentes parties, qu'elles soient historiques, qu'elles soient anecdotiques, qu'elles soient descriptives, enfin sociologiques. Je pense que ce livre est vraiment une vue d'ensemble sur ce qu'on a observé. Et moi, je suis ravi qu'on ait pu mener qu'on a, la narration photographique en même temps que tout ce matériau qui est sérieux, qui est documenté, qui est argumenté. Donc voilà, je voulais dire quand même que ce travail était pour moi un achèvement assez joli, même 10 ans après. Quoi d'autre? La photographie. Voilà, non, c'était juste, je voulais juste parler du rapport que la photographie a avec l'observation, l'anthropologie. Voilà. Et le savoir n'est pas. On peut tirer des conclusions, puis c'est toujours à remettre en cause parce qu'on découvre encore autre chose. Et je sais aussi que parfois, quand le temps passe, on est obligé aussi de remettre ça sur le métier parce que ben, les choses changent, ça bouge. Voilà, je vous écoute, ou on vous écoute. Merci beaucoup. Franck, si tu permets, juste une ou deux petites choses que je voudrais rajouter à propos des photos. Elles ont été, au moment de la rédaction, de l'ouvrage, elles ont été extrêmement utiles parce que un certain nombre d'entre elles ont montré des choses que, à l'œil nu, bien que nous ayons fait de très nombreuses visites au hammam, nous avaient totalement échappé. Je donne deux petits exemples. J'ai parlé du passage par la douche à la fin du parcours balnéaire pour, soi-disant, le rafraîchissement du corps. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Lorsqu'on posait la question, pourquoi est-ce qu'on passe sous la douche froide? Mais il y a certainement autre chose aussi dans ce passage, c'est la nécessité de se purifier après avoir couru le risque tout au long du parcours d'avoir été en contact avec des matières ayant pu souiller le corps. Et ce qui Et le corps et l'esprit. sur cette piste-là, c'est 4 ou 5 photos d'un même individu que Nabil a réussi à faire à quelques secondes d'intervalle. Et on voit très nettement que sous la douche, cet individu reproduisait en fait les gestes qu'il fait normalement pour la purification rituelle. Donc, il y a aussi cette volonté de purifier le corps avant de revenir dans le vestiaire. L'autre exemple que je voulais donner, c'est à propos du massage. Et je vous parlais tout à l'heure de la collaboration d'une fasciothérapeute, Claire d'Avrainville, à qui nous avons soumis les photos. Et c'est
la succession de photos de Nabil qui a permis d'établir en fait ce protocole qui nous avait totalement échappé et que les masseurs eux-mêmes n'étaient pas en mesure de nous expliquer. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. C'est très important justement de voir l'apport considérable de la photographie. Et je voudrais juste ajouter une chose avant de passer aux questions, c'est le fait que cet ouvrage est non seulement une combinaison entre la pratique d'observation in situ, c'est-à-dire ethnographique, hein, bien sûr, et également la photographie qui est en elle-même une pratique aussi d'observation, et puis aussi, et puis évidemment le recueil de paroles, de discours sur le hammam, mais également aussi le recours au texte. Donc, Michel, tu as cité certains savants yéménites qui parlent du hammam dans des traités savants, si on peut dire, mais il y a aussi les contes, il y a aussi les romans, et donc c'est dans cet ouvrage qui est très très riche, on a là différents angles en fait d'approche et de regard sur le hammam. Alors je vais poser une question qui nous a été envoyée par Franck Valérugo sur une observation qu'il a faite lui-même au Maroc. Je lis sa question. Compte tenu du nombre d'analphabètes au Maroc, les informations sur les heures d'entrée ne sont pas écrites, mais deux portes sont parfois juste apposées, une grande et élégante pour les hommes et une petite pour les femmes, ouvertes ou fermées selon les heures. J'en ai pas ce souvenir au Yémen. Qu'en est-il? Alors, est-ce que peut-être que je pose la deuxième question aussi, comme ça permettra d'avoir… donc, c'est un autre auditeur qui nous pose la question sur les effets de la guerre au Yémen sur d'éventuelles destructions des hammams à Sanaa. Et la question est, est-ce que les gens continuent aussi? Alors, est-ce qu'il y a d'abord des destructions de hammam à Sanaa et ensuite, est-ce que les gens continuent à aller au hammam malgré tout? Donc, première question sur la question de la homme-femme et porte et accès, en fait, modalité d'accès. Et la deuxième question sur la destruction éventuelle de la guerre. Oui, alors concernant l'accès au hammam et l'affichage des jours réservés soit aux hommes, soit aux femmes, en fait, il est connu à peu près de tout le monde et à peu près immuable. Ça fait des dizaines et dizaines d'années que les hammams de la vieille ville sont connus pour être tel hammam ouvert tel jour aux femmes ou aux hommes. Donc, la mention à côté de la porte, par écrit, ne vient que renforcer ce qui est connu par les gens du quartier. Alors, aujourd'hui, évidemment, il y a les hammams nouveaux et là, un bon nombre d'entre eux sont maintenant accessibles tous les jours puisqu'ils sont doubles. Alors, en ce qui concerne la seconde question, rappelle-la moi. Franck, le micro est fermé. Bon, excusez-moi. La destruction des hammams. Sur la destruction des hammams à Sanaa, oui. en raison de la guerre, et est-ce que les gens continuent à aller au hammam malgré tout? Oui, alors, je n'ai pas eu connaissance de bâtiments détruits, je l'ignore. J'ai posé la question, j'ai essayé de joindre des Yéménites récemment, on ne m'en a pas signalé, je ne sais pas. Par contre, la plupart des hammams continuent de fonctionner et selon les informations que j'ai, on continue d'y aller en grand nombre. Et je pense une des raisons essentielles, c'est qu'au hammam, on retrouve dans cette atmosphère extrêmement lourde de menaces, de guerre, c'est là un endroit où on peut retrouver une certaine quiétude, la fameuse raha dont parlent les Yéménites.
Alors, et il est certain que aujourd'hui, il est plus difficile d'y aller, ne serait-ce que parce que l'eau devient de plus en plus rare, les infrastructures fonctionnent de moins en moins. Pour faire fonctionner un hammam, il faut du fuel, et le fuel est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, l'entrée au hammam est devenue très chère, donc les hammams sont de fait moins accessibles qu'ils ne l'étaient autrefois, mais ils continuent de remplir toutes les fonctions que j'évoquais tout à l'heure, et à la fois au niveau des rites sociaux, au niveau de la représentation du corps, au niveau du soin des corps. Et c'est, je pense, pour toutes ces raisons-là, que aujourd'hui il continue de fonctionner, et que malgré la guerre. D'accord. Merci beaucoup. J'ai quelques questions encore, donc je vous les pose, hein. Vous pouvez répondre évidemment tous les deux. Une autre question assez détaillée sur la question du prix d'entrée, et si les prestations du garçon, donc de l'aide dans le hammam, soient incluses, ou si elles font l'objet de rémunérations de type pourboire, hein. La même question pour les femmes. Et puis, si le prix est identique pour tous les hammams, ou il y a une différence selon le statut ou le standing du hammam. Déjà, cette question, après, je poserai la suivante. Oui, alors, comme je l'indiquais dans mon exposé, il y a deux parties dans la rétribution. Il y a un droit d'entrée fixe qui est versé au gérant du hammam, parce que les hammams anciens sont statutairement tous des fondations pieuses. Ils appartiennent au ministère du Waqf. Et le gérant est donc tenu par un certain nombre d'obligations, dont celle de rendre son établissement accessible à un prix raisonnable à tout le monde. Et c'est pour l'entretien du hammam qu'il est rétribué et payé directement par le baigneur. Par contre, les services, notamment celui du frictionneur, sont à part, et le frictionneur travaille en tant qu'individu, à son propre compte à l'intérieur du hammam. Et il peut, indépendamment du maître du bain. Et les services payés aux garçons de bain sont à l'appréciation du baigneur. Et il y a un terme d'ailleurs précis, c'est le terme de qabiala, ce qui veut dire selon l'honneur de la tribu. Donc, selon celui qui paye, il doit se montrer suffisamment généreux envers le garçon qu'il rétribue. Alors, est-ce qu'il y a donc une différence de prix selon les hammams? Alors, il y a effectivement une différence entre les hammams nouveaux, qui sont de statut entièrement privé, qui ont été construits par des entrepreneurs qui ont investi. Et là, les prix d'entrée versés au gérant du bain, qui souvent en est le propriétaire, peuvent être variables en fonction du standing du hammam. Et là, je voudrais rajouter quelque chose que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, c'est que quelques-uns de ces nouveaux hammams sont devenus de véritables complexes balnéaires. On n'y trouve pas seulement les trois parties
que j'évoquais tout au long de mon exposé, mais on peut aussi trouver à côté de cela une piscine, voire un sauna ou un jacuzzi. Et là, évidemment, les prix d'entrée sont différents par rapport à un hammam de la vieille ville. Alors cette question, maintenant, c'est une question que… Mais on peut rajouter une petite anecdote, c'est que en Égypte, j'ai longtemps entendu le proverbe l'entrée du bain n'est pas comme sa sortie. Je fais ça, je traduis littéralement. Autrement dit, si on s'engage dans quelque chose, ça a l'air simple, mais en fait, la sortie est peut-être plus difficile. Simplement parce que j'ai fini par comprendre au Yémen que quand on rentre, on paye une petite dîme pour le waqf, mais en fait, pour le gardien du bain, mais en fait, c'est à la sortie qu'on paye vraiment. Et ça dépend des services qu'on a demandé, ça dépend de ce qu'on a payé, de son standing, comme vient de l'évoquer Michel. Et du coup, c'est pas tout d'entrer dans la main, il faut être capable d'en sortir, il faut être capable de payer tous les services qu'on a demandés. Et moi, j'ai fini par comprendre ce proverbe uniquement quand je suis allé au Yémen. Entrer du bain n'est pas comme sa sortie. Et enfin, c'est très courant, mais plus personne ne sait ce que ça veut dire. Ouais. En Égypte, en tout cas. Une autre question, d'ailleurs, qui est adressée à vous deux, c'est, puisque Nabil est allé aussi à l'intérieur des hammams pour faire les photographies également, c'est existe-t-il des pratiques culturelles du type musique, des musiciens qui viendraient animer le bain, ou des conteurs qui seraient présents lors du bain, par exemple? La seule chose que j'ai remarqué, mais peut-être que Michel, tu en as déjà parlé, c'est le fait de faire la danse tribale pour se réchauffer. Je ne sais pas si tu en as parlé, Michel. Oui, oui, oui. Oui. C'est la seule. Non, nous n'avons assisté à aucun… On n'a entendu parler non plus. non, 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 non. On va au bain uniquement pour les pratiques que nous avons évoquées. Se laver, se purifier, se Oui. dessouiller. Alors, comme le temps passe, j'aurais une question moi-même sur la question pas de l'origine du hammam à Sanaa, mais au moins sur le fait que, comme il est écrit dans le livre, beaucoup de gens de Sanaa pensent que ces hammams datent de l'époque ottomane, de la première période ottomane, mais en fait, certains sont beaucoup plus anciens, n'est-ce pas, Michel? Oui, oui, oui. Alors, on est à peu près certain qu'il n'y avait pas d'établissement balnéaire public dans les royaumes pré-islamiques du Yémen. Les attestations les plus anciennes remontent en fait au IXe siècle de présence de hammam, des attestations écrites, de présence de hammam à Sanaa. Il est probable que l'introduction a été faite un peu avant. L'ensemble de la péninsule arabique jusqu'au début de l'islam était dépourvu de bains publics. Et dès les premières années de l'islam, des bains sont apparus à la Mecque, probablement à partir de l'Égypte et de la Syrie. Alors, quand furent-ils introduits au Yémen? La question reste ouverte. Et à partir du 9e, 10e siècle, là on a des certitudes et il est probable que un des hammams, le hammam qui est Saba, qui se trouve au cœur de la vieille ville, est situé non loin de la grande mosquée et non loin non plus du palais, de là où se trouvait le palais des gouverneurs à l'époque omeyyades et abbassides. Et l'hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse à ce stade-là, c'est que les premiers hammams auraient été des hammams privés rattachés au palais des gouverneurs du Yémen. C'est intéressant aussi de voir que
et cela est écrit dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a aussi une tentative de comparaison avec les autres villes, hein, comme Taïz, où il n'y a pratiquement pas de hammam. Enfin, il y en a un ou deux, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, Aden, qui a connu des hammams, Aden, qui était une capitale rassoulide, enfin, j'étais une grande ville à l'époque rassoulide, a perdu ses hammams aussi. Donc, c'est un indicateur aussi très intéressant par rapport aussi à la centralité politique, peut-être. On pourrait aussi en déduire de cela. Oui, alors, je n'ai pas d'explication définitive sur ce point-là. Pourquoi cette tradition balnéaire extrêmement vivante s'est maintenue à peu près exclusivement sur les hauts plateaux, qui sont également les zones peuplées par les Zéidites. Alors qu'ailleurs, dans des zones traditionnellement chaféites, on sait qu'il y en avait. Il y en avait à Aden, il y en avait à Zabid, il en reste à Taïz, mais il n'en reste que deux. Du moins, il en restait deux avant la guerre civile et je crains fort qu'ils n'aient disparu, ou en tout cas qu'ils aient énormément souffert des destructions qu'a subi la ville. Mais à Taïz, nous y sommes allés. À l'évidence, c'était une pratique tout à fait accessoire et pas du tout centrale comme à Sanaa et dans les autres villes des hauts plateaux. Alors, le hammam basha que tu mentionnes éventuellement dans ton exposé sur Taïz, où il y en a effectivement deux, il y aurait un projet de restauration pour ce hammam qui a effectivement souffert de la guerre entre les forces gouvernementales et les houssistes. Alors peut-être un dernier mot, Nabil, éventuellement. Moi, je sais, personnellement, j'étais fasciné par ce monde qui est superposé de téléphones portables et d'une médecine médiévale. C'est le code d'honneur courant tout à fait dans la ville qui aussi gère ce rapport religieux à la souillure. Enfin, ces codes d'honneur aussi rentrent dedans. Et moi, ce multicouche, les voitures qui vont courir très très loin pour aller chercher le 4 frais, conduisent comme des fous dans les chemins de montagne assez escarpés. Enfin, cette superposition-là est une combinaison assez fascinante, peut-être instable, mais j'ai trouvé que ce qui s'est passé dans les hammams était une chose, comment dire, réunifiante, calmante, pas seulement pour le corps. J'ai l'impression que même quand il y a des citadins et des non-citadins qui venaient, bah, tout le monde est à poil, quoi. En fait, tout le monde est au même niveau et toutes ces choses, toutes ces tensions-là se voient peut-être à l'entrée quand on dépose ses armes, parce que quand je vois des fois ce qu'il y a dans la caisse, c'est assez surprenant, la caisse du maître de bain, et tout le monde est là. Bon, évidemment, il y a les services qui sont plus luxueux pour certains que pour d'autres qui se lavent tout seuls, comme l'a sûrement dit Michel. Mais quand même, moi, j'ai ressenti quelque chose d'assez apaisé et apaisant d'être là, d'être peut-être ensemble là. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de communier, enfin, en tout cas, il n'y a pas la place pour communier autre chose, genre conte, musique ou autre festivité. Et tout est vraiment centré sur soi, sur son corps, sur son bien-être et sur le rapport apaisé au reste du monde, peut-être. Moi, en tout cas, c'est dans chaque hammam, j'ai retrouvé ça à des degrés plus ou moins, même un vendredi midi où c'est vraiment la cohue, c'est presque festif. J'ai retrouvé ça tout le temps. Donc, je ne sais pas, ça c'est un sentiment très subjectif. Eh bien, écoutez, ce sera vraiment notre mot de conclusion. Je vous remercie beaucoup, d'ailleurs, sur cette note apaisante. Donc, merci beaucoup, Michel Tucherer. Merci beaucoup, Nabil Boutros. Et maintenant, je donne la parole à Isabelle Rue qui va nous présenter aussi les prochains événements du Carême.
Merci beaucoup à tous les trois pour ce webinaire extrêmement intéressant et dépaysant pour particulièrement pour les photos. Encore un grand merci à vous, Nabil, d'avoir été avec nous ce soir pour en parler également. Et donc, comme l'a dit Franck, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour 2 événements au CAREP. Le premier, ça sera un webinaire avec Louis Blin qui aura lieu le mardi 5 avril à 18h30, intitulé « Alexandre Dumas, récit d'Arabie ». Et le deuxième événement du CAREP la semaine prochaine sera une table ronde qui se tient le jeudi 7 avril de 14h à 18h sur le thème « Enquêter dans et sur le monde arabe, journalistes et chercheurs face aux logiques de surveillance ». Donc voilà, je vous invite toutes et tous de venir soit vous connecter sur Zoom si vous nous suivez en direct, ou sinon de venir directement au CAREP pour assister à la table ronde qui va réunir effectivement un certain nombre de chercheurs, mais aussi des journalistes, et donc parmi eux, notamment Akram Belkaïd, Benjamin Barthes, mais aussi Jean-Pierre Perrin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et débattre avec nous. Merci encore à tous les trois. Très bonne soirée à tous celles et ceux qui nous ont suivis sur Zoom, et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir.